qui pour diriger nos provinces. Et oui, au niveau du Sud Kivu, la question a été réfléchie avec l'Association pour la défense des intérêts du Kivu-Bukavu. Eh bien, un atelier ici à Kinshasa, un atelier à Bukavu, plusieurs ateliers et tables rondes justement pour réfléchir sur la problématique de la gouvernance spécifiquement dans l'espace Sud Kivu. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Gustave Bagayamukwe Tadji. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Arlette, bonsoir merci. Aujourd'hui justement, qu'est-ce qui milite sur ces ateliers, sur ces réflexions que vous faites souvent? C'est parti d'un constat, c'est parti d'une réflexion ou bien? Bien, l'histoire est très longue, hein, celle de la province du Sud Kivu en tout cas, et nous pouvons partir peut-être déjà des années 1997. Tout le monde se souviendra que c'est à l'époque où la dictature est finie dans notre pays et bon, on a décidé, la politique, le régime politique a décidé que chacune des provinces puisse finalement être dirigée par les natifs même de la province. Mais vous allez constater, et rapidement, si je peux en parler, de 97 jusqu'à aujourd'hui, le Sud Kivu compte 17 gouverneurs. Et nous, le constat amer, ce qui nous a réveillés, c'était donc en 2010, à l'époque, c'était encore une crise institutionnelle très grave, parce que non seulement les députés eux-mêmes avaient fait défiance, avaient voté une motion de défiance pour le bureau de leur assemblée provinciale, mais aussi Kinshasa, les autorités de Kinshasa avaient rappelé le gouverneur de province de l'époque en consultation, et puis bon, finalement on lui a demandé de démissionner, et donc il y avait une crise grave au niveau des institutions au Sud Kivu. Et voilà, ADIB, c'est l'association pour la défense des intérêts du Kivu-Bukavu. Le Kivu-Bukavu, en fait, c'est un mode de vie qui a caractérisé la ville de Bukavu quand elle était encore la capitale du Grand Kivu. Et donc, le problème, il part d'abord du démembrement, parce que quand on a démembré la grande province du Kivu, il était prévu qu'on puisse faire une évaluation après 2 ans, et après ces 2 ans-là, on allait peut-être étendre le démembrement à d'autres provinces, si évidemment les choses se passaient comme on le souhaitait. Mais sinon, on allait revenir sur un grand Kivu dirigé par Bukavu. Et ce qui se passe, c'est ça l'histoire, la mauvaise histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de coïncidences malheureuses qui font qu'en 2010, maintenant, nous constatons qu'il y a des problèmes sérieux. Il n'y a aucun gouverneur qui a fait une seule année ou 2 années au pouvoir, alors que nous avions connu beaucoup de régimes. Le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Maniema essentiellement et la province orientale, nous étions déjà, en 97, il y avait déjà le régime de l'AFDEL qui est arrivé. Pendant ce régime-là, nous constatons que chez nous, au Sud Kivu, il y a eu déjà 3 gouverneurs de province, pendant que l'AFDEL était occupé l'est du pays. L'AFDEL est parti, le RCD est arrivé. Pendant le RCD aussi, au Nord Kivu, au Maniema et partout ailleurs, même à la province orientale, il y avait un seul gouverneur par régime. Mais chez nous, que ce soit l'AFDEL, que ce soit RCD, que ce soit 1+4, que ce soit même la démocratie à partir de 2006 jusqu'à 2010, nous avons connu même de 2006 à 2010, c'était déjà la démocratie vraiment réelle, et tout ça, on n'était plus nommés comme avant. Mais le Sud Kivu, nous avons eu encore 3 gouverneurs de province de 2006 à 2010. Et nous sommes dit, il faut faire un arrêt. En fait, à ce moment-là, le pouvoir quand même nous consultait notre association pour donner des orientations. Et quand on nous a dit effectivement qu'il y avait une crise, qu'il devait réfléchir pour trouver comment faire, et il fallait qu'on envoie quelqu'un au Sud Kivu. Moi-même, d'ailleurs, j'ai été proposé en tant que directeur, en tant que président de l'association. Moi, j'ai dit non. J'ai fait la remarque aux autorités de l'époque. J'ai dit, écoutez, c'est comme si le Sud Kivu a refusé ses propres enfants. Laissez-nous réfléchir d'abord. Pourquoi cela arrive Sénouka au Sud Kivu? Madame, nous allons constater 14 ans durant que le gouvernement central, il finançait les grands projets des routes, des infrastructures qui nous ont fait souffrir, d'une place de l'indépendance jusqu'à l'aéroport de Kavumu. 14 ans durant, l'argent a été repris au budget de l'État pour construire cette route-là, pour réfectionner la cimenterie de Katana, pour réfectionner la sucrerie de Kiliba et d'autres petits projets. 14 ans durant, il n'y a aucun gouvernement, aucun gouverneur de province ou un ministre de finances provincial qui a eu à penser un seul instant qu'il pourrait se servir de cet argent-là pour commencer les projets.
14 ans durant. On constate cela, on fait le rapport à la haute hiérarchie du pays à l'époque. Il nous a envoyé, d'ailleurs, je me rappelle très bien qu'on a voir Matata Pone qui était ministre des Finances pour dire, écoutez, on doit expliquer. Il voulait avoir des explications. Moi, j'ai dit non, il n'y a aucune explication. Il n'y a personne qui a travaillé pendant 14 ans au Sud Kivu. C'est tout simplement cela. À peine vous recommandez, à peine vous obligez la population, quel que soit le régime, à accepter un gouverneur de province, la population résiste naturellement parce que cette pression qu'on fait sur la population, là, elle ne nous arrange pas. Parce qu'avant 1997, le Sud Kivu, depuis 1960, toutes les guerres de ce pays ont commencé là-bas. Donc il y a une maturité politique qui fait que vous ne pouvez plus continuer à gérer cette province ou ces populations comme les autres pays, les autres populations de ce pays. Nous avons connu des affres de toutes sortes depuis 60 jusqu'à déjà 1997. Et de 1997, naturellement, bon, la population s'est mise dans la position pratiquement de refuser tous les gouverneurs, tous les qui étaient, comment dire, recommandés ou obligés en fait de venir travailler chez nous. Nous avons fait examen, nous avons fait un séminaire atelier à ce moment-là pour examiner justement toute la problématique donc de la gouvernance au Sud Kivu. Et il en sort quoi? Madame, il serait sorti de ce séminaire atelier-là de 2010 déjà, que nous avions balisé, nous étions assistés, nous avions réuni dans la salle de conférence des affaires étrangères plus de 400 fils et filles originaires du Sud Kivu essentiellement, mais nous étions assistés par de grands professeurs, dont le professeur Ndayouel, c'était Isidore Ndayouel, qui nous a donné l'historique, parce que nous voulions comprendre même. Peut-être qu'il y avait des raisons d'ordre historique qui devaient justifier cela. Nous avons eu des professeurs comme Mouchi Ferdinand. C'est un grand professeur qui a parlé aussi justement de cette problématique de la gouvernance au Sud Kivu. On a eu des professeurs comme Moïse Dominique qui a parlé, lui, justement, de la problématique de la communication. Qu'est-ce que l'impact de la communication sur la gouvernance? Donc on a eu l'honorable Bahati Moukwebo à l'époque et tout ça, qui a parlé aussi de la société, comment dire, les enjeux sociaux sur la gouvernance. Donc on a eu comme ça Mohamed Moupipi, donc on avait pratiquement pas seulement des grands experts, pas seulement des grands professeurs d'université, mais des hautes personnalités qui sont venues. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, à la fin de tout ceci, nous avons balisé, chère maman, nous avons eu un travail que nous avons fait et que le monde entier a reconnu. Un travail qui, jusqu'à ce jour, personne n'est capable de le mettre en pratique, tout simplement. Personne, parce qu'il n'y a pas de dirigeants. Parce qu'il n'y a pas de dirigeants voulus par cette population-là. C'est ça le problème. La population veut quel dirigeant alors? La population veut se choisir justement un gouverneur de province. La population veut que le gouverneur de province qui arrive au Sud Kivu aujourd'hui et demain, que ce soit une personne connue, une personne qui connaît aussi les réalités. Connu Nous avons 8 qui? provinces. C'est ça aussi le problème. Connu de la population elle-même, c'est-à-dire une personne qui est passée dans les 8 provinces de notre comment dire, 8 territoires. dans les 8 territoires de notre province. C'est le minimum. Avoir quelqu'un qui a eu à visiter ne fût-ce qu'une seule fois chacun des territoires de cette province. Quelqu'un qui a eu à montrer qu'il est rassembleur. Quelqu'un qui est au-dessus de ces pesanteurs d'ordre tribalo-ethnique, dans lequel d'ailleurs je vois, il y a même certains qui se présentent, encore une fois à Kinshasa ici, comme des leaders autoproclamés à Kinshasa ici, et qui veulent prendre à cause de cette population en otage, pour dire voilà, rentrons, ce n'est plus une question de la recherche de la méritocratie, de l'excellence, non, non, il faut absolument mettre en place quelqu'un de telle tribu. Quel raisonnement dans un pays démocratique? Mais comment faire face maintenant à ces réflexions et à la vision politique? Parce que qu'on le veuille ou pas, ce sont les députés provinciaux qui votent un gouverneur actuellement. Maintenant, comment arriver à concilier cette vision de la population et les attentes politiques? Parce que c'est là aussi le problème. Madame, voilà pourquoi nous sommes là, d'ailleurs, justement, parce que au-delà de tout ce qui s'est passé, finalement, les élections, la façon déjà dont les élections se sont passées le 20 décembre dernier, cette population, encore une fois, ne s'est pas retrouvée du tout. Et alors, pas du tout, dans tout ce qui a été proclamé par la CENI d'une façon ou d'une autre, comme soi-disant les élus. Mais enfin, la loi de, comment dire, la justice, c'est la justice, la Cour constitutionnelle, elle a tranché. Nous attendons que, comment dire, les cours d'appel qui sont dans la province tranchent aussi, pour ce qui concerne le provincial. Mais nous sommes en train de porter encore une fois ici la voix de cette population. Cette population a beaucoup souffert inutilement parce que tout simplement,
on dirait que le pouvoir central ne prête pas attention aux cris de cette population. Là, nous venons encore une fois sur, ici, cette occasion que vous nous donnez d'ailleurs, appeler les autorités du pays pour qu'à l'aube, maintenant nous sommes en train d'aller aux élections où nous allons sortir le 18e gouverneur, je pense, c'est maintenant depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas parler des 5 dernières années que nous venons de perdre, parce que tout simplement, la population, comment dire, le gouvernement, la province a été prise en otage par ceux-là qu'on appelle les autorités morales. En 2019, ils se sont mis ensemble ici à Kinshasa, comme ça se passe encore aujourd'hui. Ils se présentent comme des notables, ils se présentent comme ils connaissent les misères de la population. Mais en réalité, il y a des leaders locaux, il y a des personnes qui sont là, que la population connaît, qui connaissent les problèmes de la population. Mais c'est justement ceux-là, on ne les consulte pas. C'est aussi vous, les responsables communautaires, justement, qui n'arrivez pas à hausser, à prendre cette place. Vous le laissez souvent aux politiques. Et lorsque ces politiques-là se présentent comme leaders, qu'est-ce que vous faites? Je suis là tout simplement pour que les gouvernants actuels, qu'ils comprennent que nous risquons encore d'aller dans 5 années de misère absolue. Il n'y a que le site Kivu qui vient de faire maintenant 5 années de perdu, où nous avons eu même des députés provinciaux qui sont passés sur les médias pour dire haut et fort, demander au chef de l'État, si vous maintenez ce gouverneur-là, alors il faut dissoudre l'Assemblée. Parce que nous, on ne veut plus travailler si vous les maintenez. On a dit ça par 2 fois. Nous avons été obligés, nous, d'interpeller, encore une fois, d'écrire d'ailleurs à la présidence pour dire, écoutez, ça ne va pas. La seule chose que le chef de l'État peut faire, c'est dissoudre l'Assemblée. Rien du tout, rien d'autre. Ce que la loi lui reconnaît, c'était seulement dissoudre. Et ces gens, nos amis-là, qui se vantaient même publiquement pour dire qu'ils ont réussi à ne pas voter le budget provincial pendant 2 ans. Des élus provinciaux à qui la population a donné toute la confiance. Ils arrivent là, ils sont pris en otage parce que les leaders, comment on les appelle, les présidents des partis politiques, les autorités morales, leur imposent des gouverneurs de province, des ministres, etc. Et malheureusement, ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils doivent aussi répondre et suivre à la lettre ceux-là qui leur donnent de quoi payer la caution, qui leur donnent de quoi faire la campagne, qui les mettent sur les listes quelconques, etc. Donc, nous sommes pris en otage et comme ça, alors il faut faire attention. Moi, si je profite de cette occasion, c'est parce que j'ai entendu le chef de l'État interpeller ou demander à la ministre de la Justice de pouvoir, cette fois-ci, en concert avec tous les procureurs, tous les parquets et tout ça, mettre la main sur tous ceux-là qui iraient dans le sens, pas seulement de corrompre, mais de se faire corrompre aussi, et qu'il faut les dénoncer. Voilà pourquoi nous devons profiter de cette occasion pour dire encore au chef de l'État que ce n'est pas tout. Parce que c'est vrai, ça se faisait à ciel ouvert, en tout cas chez nous, que ce soit le 20 décembre, que ce soit encore maintenant, ça se faisait au ciel ouvert. On se demandait même si tous ces OPJ que nous avons chez nous, qui voient, qui constatent, pourquoi ils ne peuvent pas se saisir de ces cas-là. Nous avons eu des photos que nous avons envoyées partout, des images, des vidéos. Mais il n'y a pas eu de suite. La CENI a invalidé d'autres personnes, c'est vrai peut-être, mais ce qui s'est passé à Bukavu n'a rien d'égal à ceux-là qu'on a invalidés. On n'a pas touché à ces gens-là qui continuent à prendre la population en otage. Nous sommes là donc encore une fois aujourd'hui pour dire nous allons vers les élections. Tout ce qu'on peut faire en attendant que les lois peut-être, les lois soient changées ou soient adaptées, je ne sais pas, aux circonstances, à ce que le chef de l'État voudrait donner comme lui sa vision pour en ce qui concerne ce schéma-là. Nous disons aujourd'hui encore, aidez-nous tout simplement pour que ces élus-là, même s'ils sont passés par des partis politiques, nous sommes en train de les rappeler encore aujourd'hui, maintenant, qu'ils sont les élus du peuple, la population qui leur fait confiance. Ce n'est pas pour arriver là-bas à dire, écoutez, moi je suis le député de l'UNT, de l'UDPS, je ne sais pas quoi, tout ça. Ils sont passés par ces partis politiques, c'est vrai, mais ce sont des élus du peuple et ils doivent veiller aux intérêts de cette population-là. Et pour que cela arrive, ils doivent mettre en place un gouvernement de façon libre, sans mémise, sans recommandation, sans toute... Je ne sais pas ce qui se passe au Sud Kivu, apparemment, il n'y a pas que les voisins, il n'y a pas que les voisins. Il n'y a pas que le Sud Kivu, d'autres provinces également se plaignent de ces pratiques, de recommandations, de choix politiques et ils ont été peut-être contaminés, c'est vrai. Mais moi, je parle de 1997, madame. Et je vous ai parlé de 4 régimes différents. Exactement. Et sous les 4 régimes différents, il n'y a aucune province qui a connu ces choses-là. Aucune. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, ça se répand, ça devient comme un mode, mais en réalité, c'est parce que, en fait, la politique, aujourd'hui, nous sommes passés des 4 partis politiques à l'époque de 97, quand je parle. Aujourd'hui, on a 1000 partis politiques.
Dites-moi, quel est le parti politique qui a un idéal pour cette population, pour nos populations? Quelle idéologie politique, finalement, fait que les uns peuvent préférer les autres et tout ça? Les gens qui adhèrent à ces partis politiques, qu'est-ce qu'ils vont chercher en réalité? Ce n'est plus une idéologie, ce n'est plus une vision, ce n'est même plus un projet. Ce n'est pas possible. 1000 partis politiques. Et aucun des partis politiques ne peut avoir la majorité pour diriger seul. Voilà où, parce que les autorités morales, eux aussi, doivent se mettre ensemble. Eux-mêmes, ils se mettent dans du piège où ils ne peuvent que travailler ensemble. Et maintenant, ils prennent aussi les élus de leur parti politique. Ils les mettent au service de leur, justement, association. Voilà comment nous sommes pris en otage. Il est temps que le chef de l'État, il a fait déjà ce qu'il a fait, mais Dieu merci vraiment de vous remercier. Et nous sommes là, d'ailleurs, pour l'accompagner dans cette vision-là. Mais aujourd'hui, il faut beaucoup plus, il faut que ces députés, en tout cas pour le Sud Kivu et ailleurs, mais là je parle moi spécialement pour le Sud Kivu, qu'ils se sentent réellement indépendants au moins le jour-là des élections du gouverneur, qu'ils suivent ce que chacun des candidats va présenter comme plan d'action, comment il va défendre, comment il va répondre à leurs questions, etc. Et qu'ils jugent chacun vraiment selon sa conscience pour que nous puissions avoir au moins un gouverneur pour une fois qui porte au moins les germes de bonne gouvernance. Parce que quand ils viennent comme ça déjà, pour travailler pour le parti politique, ils viennent travailler pour l'autorité morale. Mais même ces députés provinciaux, c'est quand maintenant il y a de l'argent, il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas de ceci, il y a des motions qui viennent par-ci par-là. C'est toute une machine maintenant qu'il faudrait reconfigurer, mais qui va oser le faire? Madame, cette machine-là, c'est la population qui est le maître. Et je dis encore, quand elle fait confiance à ces députés-là, ce sont ces députés qui vont là-bas, qui sont supposés connaître les misères de la population. Il y en a qui sont élus aujourd'hui parce que c'est un grand frère, c'est un papa qui l'a mis là-bas. Il ne sait même pas pourquoi il est député. Il oublie qu'il est là-bas parce qu'on l'a élu parce qu'il vit, il est supposé connaître les misères. Mais la crainte aujourd'hui, c'est que cette population n'a pas le pouvoir de sanctionner une fois élue. Voilà cette population n'a que ses yeux pour pleurer maintenant. Voilà ce qu'ils sont en train de demander. On se rend compte finalement, on est là pour choisir des gens, mais des gens qui, une fois sur place, qu'ils répondent ou pas à nos attentes, il n'y a pas moyen de les sanctionner. Il faudra attendre 5 ans. Voilà pourquoi nous pensons que la loi ou les lois qui vont venir, avec en tout cas le président actuel, avec ce que je pense, si je vois être la vision du chef de l'État actuel, nous pensons qu'il va pouvoir trouver des moyens plus simples pour qu'on puisse redonner en tout cas cette souveraineté à la population, pour qu'elle reste souveraine et qu'elle exerce sa souveraineté sur tous les parcours. Parce qu'aujourd'hui, une fois élus, ces gens-là, c'est fini. Il faut n'importe quoi et tous cherchent l'argent. D'abord pour leur parti politique, en plus pour les autorités morales, en plus pour eux-mêmes, leurs enfants. Et qu'est-ce que nous faisons? Vous êtes d'avis pour que l'on revienne au système de nommer? Les nominations, moi je pense que oui, mais il faut comprendre que pour nous, nous pensons qu'il faut nommer, c'est vrai, mais aller dans le sens de la recherche de l'excellence, de la méritocratie. Il ne faut pas nommer pour nommer, comme par exemple les gens commencent à parler d'une rotation, je ne sais pas moi, tenir compte des tribus. Non, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, moi je me dis... C'est parce qu'on se rend compte que déjà en interne, les communautés ne s'entendent pas. Si ce n'est pas les partis politiques qui ne s'entendent pas, les communautés même sont entrées en danse pour dire que non, le mandat peut être rotatif. Non, mais là nous nous éloignons de la démocratie, madame. Là nous nous éloignons justement de la recherche de l'excellence. Hein? N'importe qui, la personne qui arrive à être gouverneur de province ne pourra venir que d'une femme, que d'une famille, que d'une tribu quelque part. Mais qui dit qu'il n'y a que dans la rotation, on va trouver nécessairement dans cette tribu-là quelqu'un qui va faire le travail pour la communauté? Mais justement, pourquoi il n'y a pas au départ un critérium? C'est ça justement, voilà le profil, commencer par déterminer un profil. Voilà. Alors tous ces candidats qui viendront des partis politiques doivent d'abord en premier répondre à ce profil-là et après ce sera... Maman Arlette, je ne sais pas si je vais me permettre de lire. En tout cas, nous, ça fait 2010. On vous le permet. Depuis 2010, nous avons fixé un critérium qui n'a pas été respecté jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que justement, ils viennent comme ils viennent là-bas avec la même mise des autorités morales, donc ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, nous insistons encore. Ça fait la 3e fois, le 3e atelier. Le plus grand atelier, nous l'avons conduit nous-mêmes en 2010.
Il y a eu une table ronde qui a été faite à Bukavu, patronnée même par la maison civile du chef de l'État, avec une ligue ici de Kinshasa qui est venue. On a repassé un rendez-vous. Encore une fois, moi j'ai présenté ce critérium de 2010. Et aujourd'hui, par rapport à ce que nous attendons d'ici là, avec les élections prochaines, nous venons de réaliser encore ici à Kinshasa une table ronde de réflexion, un atelier de réflexion sur justement, entre autres, pas seulement la problématique de la gouvernance, mais entre autres justement, ce critérium-là. Alors on revient sur le critérium. Voilà comment il se présente aujourd'hui. Donc nous pensons, nous, qu'il faut absolument que les élus provinciaux, ce sont qu'on nous appelle de grands électeurs, qu'ils puissent chercher un homme qui puisse justifier d'une forte personnalité au sein de l'opinion, tant locale que nationale. Ça, c'est de un. Être un patriote et rassembleur. C'est pas difficile, je pense ça aussi, c'est deux. 3, avoir une bonne connaissance des relations intercommunautaires. Il faut que ce soit quelqu'un qui est accepté, quelle que soit sa tribu d'origine, mais qui est accepté par les autres communautés parce qu'on l'a vu à Il fait l'unanimité. Ces personnes existent. Avoir une expérience confirmée dans la gestion de la chose publique, donc ça va de soi. Être un bon communicateur, et ça c'est 5. 6, avoir un niveau de formation suffisant. 7, avoir une bonne connaissance de la province, donc avoir eu à séjourner au moins une fois dans chacun de nos 8 territoires. 8, faire preuve d'un sens élevé de dignité, d'intégrité, d'honorabilité, d'équité, d'humilité et d'altruisme. 9, jouir d'une bonne réputation. 10, être au-dessus de tout soupçon de malversation financière et autres crimes. 11, implanter la culture, il doit être capable d'implanter la culture du dialogue avec la population. 12, mettre fin à l'impunité dans la gestion. 13, associer les gouvernés à la conduite des affaires publiques de la province et leur rendre compte régulièrement. 14, avoir une vision globale et globalisante. 15, bannir la marginalisation de certaines communautés. 16, s'abstenir d'exercer le commerce pendant le mandat. 17, renforcer l'éducation citoyenne de la population. 18, accompagner la gratuité de l'enseignement primaire. 19, capable d'accompagner la politique de la santé universelle. 20, capable d'accompagner la vision du chef de l'État, résumée par le peuple d'abord. Moi, je pense que ce genre de personnes existent. Et s'il faut même amener des professeurs pour faire des examens, il y a 26 candidats aujourd'hui, qu'on puisse poser des questions par rapport à ceci. On trouvera l'homme, l'oiseau rare que le Sud Kivu, la population du Sud Kivu recherche. Ces personnes sont là. Et ça nous permettra d'avoir déjà au moins quelqu'un qui commence avec les germes d'une bonne gouvernance. Quelqu'un qui est libre. Voilà, madame, ce que nous pensons être le son de cloche que nous amenons vraiment, que nous voulons que les autorités du pays et nos électeurs en deuxième niveau, donc les députés provinciaux. Les députés provinciaux puissent suivre de façon tout à fait indépendante et libre. Monsieur Gustave, nous vous disons grand merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association pour la défense des intérêts du Kivu-Bukavu. Et justement, aujourd'hui, nous parlions du profil d'un bon dirigeant pour cette province, le Sud Kivu, qui en a connu. On a parlé ici de 17 gouverneurs déjà. Pour cette province, il y a lieu de rectifier le tir. Pourquoi pas permettre justement à cette population de retrouver un dirigeant auquel il s'identifie et qui pourra tant soit peu apporter un ouf de soulagement à cette population. Grand merci à vous. Je vous remercie, Maman Abed. Et merci à vous, Emmanuel, téléspectateurs, d'avoir été de notre dans quelques instants la grande édition du journal avec Christopher Ochokoum. Et nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.